Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, Mathieu, lorsque j'ai écrit ma chronique qui paraît aujourd'hui, qui est publiée aujourd'hui dans le Journal de Montréal, je me suis dit, Mathieu va se péter des plombs et coller au plafond en lisant ma chronique. Donc, je dis finalement la fluidité de genre, parce que je suis allé à Paris cet été, j'ai vu beaucoup de gars quand même, ça m'a assez étonné, qui portaient des robes et qui étaient maquillés puis tout ça. Et je dis, ben écoute, c'est une mode comme il y avait eu les punks, il y a eu les hippies, il y a eu les gothiques, il y a eu les hipsters, et là c'est la nouvelle mode, et l'année prochaine ça va être autre chose. J'imagine que t'es pas d'accord. Ah non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je vais pas sauter les airs. C'est un désaccord que nous connaissons. Mais voilà pourquoi je suis pas d'accord. Parce que ce n'est pas une mode comme une autre. C'est-à-dire, la mode, autrefois, c'était prends un style plus féminin, prends un style plus masculin, prends un style plus vieillot, prends un style plus, on pourrait dire plus débraillé. Il y avait différentes options pour affirmer son identité par le biais vestimentaire. Ça a toujours existé. Ce dont on parle en ce moment, c'est d'autre chose. C'est une idéologie qui est d'une forme de lysenkisme. Lysenko, c'est ce savant soviétique qui voulait réinterpréter finalement la génétique dans une perspective marxiste-léniniste, mais la génétique n'était pas d'accord, disons ça comme ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a une idéologie dominante dans les universités qui est prise en charge par les administrations publiques, qui est prise en charge par les administrations privées, qui est prise en charge par l'école et qui exprime, la thèse est la suivante. On n'est pas homme ou femme de naissance, on a une identité indéterminée. La société nous colle de force, on nous assigne à la naissance un sexe alors qu'elle ne devrait pas en avoir le droit. Or, l'individu devrait s'arracher à cette identité sexuelle pour pouvoir découvrir au fond de lui-même qui il est, soit sur le mode non-binaire, soit il est finalement d'accord avec son identité sexuelle, soit il adopte une autre identité, il s'identifie à l'autre genre, entre guillemets, donc il est garçon, il s'identifie aux filles, bon. Et ça, cette idéologie-là, aujourd'hui, c'est pas une mode, c'est un programme gouvernemental. C'est pas une mode, c'est à l'intérieur des manuels scolaires. C'est pas une mode. Si vous ne respectez pas cette idéologie-là, vous pouvez, en certains pays, vous faire poursuivre. Au Canada, c'est le cas. Je disais ça encore il y a quelques minutes que je travaillais sur ça. En 2021, si je ne me trompe pas, parce que dans je ne sais quel, dans un restaurant dans une province canadienne, quelqu'un mégenre, entre guillemets, son collègue, volontairement, je crois, par ailleurs, ce qui n'est pas très courtois, eh bien, il se fait poursuivre, il doit payer des dommages et intérêts de plusieurs dizaines de milliers de dollars, puis le restaurant où ça s'est passé a dû imposer à tous ses employés des formations d'éducation à la diversité. Alors, cette idéologie-là, par ailleurs, c'est mon point d'aboutissement, elle est enseignée dans les écoles aux jeunes enfants qui se demandent, c'est normal de se poser des questions quand on est jeune. C'est pour ça qu'on était prep, ou on était yo, ou on préférait Metallica, ou on préférait Bryan Adams. Mais là, c'est pas ce qu'on dit. Au moment où un jeune se dit, je sais pas exactement qui je suis, on lui dit, peut-être serais-tu d'un autre genre. Et on pousse les gens à devenir étrangers à leur réalité corporelle biologique. On développe chez eux une pensée anti-scientifique parce que quoi qu'on dise, la biologie n'est pas un détail artificiel qu'on peut laisser de côté. Et en dernière instance, ça pousse plusieurs jeunes dans une vraie détresse. Et ça, le point d'aboutissement le plus radical, c'est les thérapies hormonales quand c'est pas des opérations de réassignation de genre, comme on dit, c'est des opérations de changement de sexe. Donc tout ça, c'est pas une mode qui consiste à se mettre du maquillage foncé autour des yeux pour des hommes. C'est une idéologie qui traverse tout le monde occidental. Et voudrait-on en sortir demain? Voudrait-on en sortir demain qu'elle serait dans les lois, elle serait dans le droit, elle serait dans les programmes scolaires? Et de tout cela, je me méfie. On a des modes vestimentaires, et c'est ce dont je parlais dans ma chronique, là. Mais il y a des modes aussi idéologiques, il y a des modes aussi dans le milieu de l'éducation. Écoute, moi, quand j'ai fait mon cégep, on enseignait ouvertement le communisme et le marxisme dans les cours, et ce qu'on ne fait plus maintenant aujourd'hui. On en faisait l'apologie à l'époque. Dans les cégeps où j'allais, on vendait En Lutte, qui était le journal marxiste-léniniste. Les maoïstes ont été forts à un moment donné dans les institutions en France. On n'en parle plus. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça va sortir les institutions? Toi, tu dis c'est rentré dans les institutions et c'est là pour rester. Moi, je sais pas. Oui, mais je te dirais, permets-moi de dire que
Oui, tu nous dis le maoïsme, le marxisme sont plus à la mode de cégep, évidemment. Mais la structure de pensée qui était derrière ça a survécu. Je veux dire, j'ai écrit là-dessus toute ma vie, mais on est passé de Marx à Foucault, on est passé du marxisme au multiculturalisme, on est passé, autrement dit, d'un radicalisme à l'autre, et toujours dans cette idée qu'il faut contester radicalement la société au nom d'une perspective révolutionnaire, ou radicale à tout le moins. Donc, et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est pour les enfants. Ça, j'y reviens souvent. À la rigueur, si quelqu'un, puis moi, je suis un type assez libéral au fond des choses, si un adulte dit, puis il y en a, la dysphorie de genre, ça existe. Ça existe, c'est rare. C'est rare, la dysphorie de genre, mais ça existe. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on fait à partir de la dysphorie de genre, on pose une thèse qui est celle de l'indétermination de l'identité sexuelle, on en fait une norme, et ensuite on présente hommes et femmes à l'ancienne comme des catégories réactionnaires. Et ça, c'est une idéologie qui, je le dis, est dominante. Or, qui est conforme à certains égards à la modernité radicale telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'individu veut s'autodéterminer jusqu'au bout. Il veut c'est le triomphe absolu de sa volonté. Il ne veut pas que rien lui soit imposé de l'extérieur. Mais là, la prochaine étape de ça, c'est que ça va être des identifications. On parle quelquefois du xénogenre aujourd'hui. Au début, on pensait que c'était une blague, mais ça n'est pas. Donc, s'identifier à des formes, s'identifier à d'autres entités. Et moi, je m'excuse, mais à un moment donné, vivre à l'extérieur du réel, vivre à l'extérieur de la réalité, ça a des effets sur le corps de ces jeunes-là, ça a des effets sur leur psyché, ça a des effets sur leur comme dirait Marc Messier dans Les Boys, ça a des effets sur leur mental. Et quoi qu'on en dise, cette idéologie qui emporte tout et qui est la nouvelle norme, me semble... Je donne un exemple, on peut parler d'exemple de mix là, à l'école. Alors là, c'est pas simplement Martine qui s'identifie comme non-binaire. À la rigueur, ça le concerne, je sais pas comment dire, je pense que ça la concerne. Mais elle veut obliger tout le monde à assumer cette révolution qui est anti-scientifique, je le redis, parce que quoi qu'on en dise, à un moment donné, on n'est pas une réalité qui existe. Et c'est pas parce qu'on se décrète quelque chose que la société au grand complet doit changer, par exemple, son rapport à la langue, inventer un nouveau mot et tout ça. Donc tout ça va... Mais Mathieu, les gens n'ont ras-le-bol. Il y a un backlash. Et là, je parle pas des cocos, là, les cocos qui ont envoyé des menaces de mort et tout ça. Je parle pas d'eux autres, là, effectivement, là. On veut rien savoir de ces gens-là. Mais tu sens que dans la population en général, on le sent, là. Il y a un backlash. À un moment donné, les gens sont tannés. Est-ce que, justement, le balancier n'est pas allé, justement, trop loin, puis on va revenir, là? Moi, j'ai une thèse là-dessus dans un livre que je termine en ce moment. Je parle de la théorie surévaluée du balancier. C'est-à-dire qu'on dit que le balancier revient, mais pas tant que ça. Je te donne un exemple. Sur la question, je bascule sur un autre sujet, mais tu vas voir le lien. Sur la question de l'immigration massive en France, on le voit. L'opposition à l'immigration massive, elle est très nette depuis plusieurs décennies. Bon. Pourtant, elle se poursuit, cette immigration massive. Le commun des mortels n'a pas été invité à se prononcer sur ces questions. Aujourd'hui, le commun des mortels, et fondamentalement, quand on lui dit on va appeler l'enseignante mix, puis quand on lui dit qu'un homme peut porter un bébé, puis quand on lui dit que finalement maman a un cancer de la prostate et puis papa va chez son gynécologue. Bon, tout ça, là, le monde sait que ça tient pas. Mais la réponse du système, entre guillemets, c'est la rééducation du commun des mortels. La réponse du système, c'est une chose qui me semble essentielle à comprendre, de mon point de vue, un régime idéologique. Par idéologique, j'entends qu'il est fondé sur une idée indiscutable qui est presque religieuse, une forme de religion séculière. Et bien, plus il est désavoué et plus il se radicalise. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui si ce n'est un régime qui se radicalise? Puis pourquoi il mise sur les enfants aujourd'hui? Pourquoi il mise sur les enfants? Eh bien, parce qu'il y a quand même cette idée qu'on ne réussira pas à convaincre les adultes. Mais passant par l'école, permets-moi un détour par le Courressière, rappelle-toi Courressière, qui n'est plus, mais qui a quand même survécu à sa manière. Georges Leroux, un des théoriciens du cours, explique que convaincre les adultes, ça va être trop difficile, mais on va miser sur des enfants, puis quand ils vont tous être passés par Courressière, ils vont accepter le jugement de la Cour suprême sur le Kirpan. Donc, on doit avoir, je pense, sur cette vision-là, le commun des mortels, pour l'instant, on ne sait pas l'allure. Les jeunes générations, si on leur explique, désolé, il y a des hommes et des femmes, puis il y a un cas sur 1 million ou 100 000, quand sais-je, de dysphorie de genre, mais globalement, on est un homme ou une femme. Et là, non, mais là, tu passes pour une espèce d'intolérant réactionnaire de la pire espèce. Donc, quoi qu'il en soit, ces idéologies travaillent la société, la malaxe, finalement, des conséquences sur les effets.
Écoute, quelque chose me dit que je vais lire une chronique de toi dans le journal qui va me répondre, peut-être. Ah, c'est pas impossible. Mais en fait, dans un bouquin que je termine, je donne pas le détail, dans un bouquin que je termine, je parle de ces questions-là qui me semblent assez importantes aujourd'hui. Hein. J'ai relu récemment de George Orwell, 1984, un livre qui est pour moi un livre de génie. Puis il dit tout un régime totalitaire, là, je dis pas qu'on y est, là, ça confirme sa force lorsqu'il parvient à faire dire à quelqu'un 2 plus 2 égale 5. Bon. Ben moi, le 2 plus 2 égale 5 dans notre époque, c'est un homme peut être enceinte. Un homme peut pas être enceinte. Or, le planning familial en France dit qu'un homme peut être enceinte. Et puis quand le monde, quand même, il faut pas exagérer, la ministre des droits des femmes répond vous êtes transphobe parce que donc c'est la ministre là, c'est pas Ticoun Tanguay, c'est pas Joe Flybin, c'est la ministre qui dit vous êtes transphobe si vous n'acceptez pas l'idée qu'un homme puisse être enceinte. C'est quand même gros. La manie des pronoms aujourd'hui, la damnée manie des pronoms sur Internet, hein, c'est rendu drôle. C'est elle, chi ou chieur. Bon, quoi qu'il en soit, ces gens-là manquent qu'ils n'ont pas le sens de la sonorité, mais quoi qu'il en soit, elle, chi, chieur, et ainsi de suite. C'est quoi cette manie-là de présenter ses pronoms partout? Je veux dire, à un moment donné, je peux présupposer que le type qui est devant moi, qui a l'air d'un homme, qui porte une barbe, je présuppose que c'est un lui et un him. Hein? Je pourrais même présupposer que c'est un lui sans supposer que c'est un him parce qu'on est au Québec. Bon, mais ça, c'est quand même, c'est le bon sens. Mais non, on est tellement dans cette idéologie dominante qu'on doit désormais présenter ses pronoms et ne pas le faire vu comme une absence de courtoisie. Donc, ils ont, et autrefois, on disait monsieur, madame, c'était la marque élémentaire de la courtoisie. Mais maintenant, si tu dis monsieur, madame, tu risques de mégenrer quelqu'un. Donc, la courtoisie consiste à ne plus dire monsieur, madame aujourd'hui. Donc, tout ça me semble bien plus qu'une mode, hélas. Écoute, peut-être que je prends... J'espère que tu as raison. Peut-être que je prends mes souhaits pour la réalité, tiens, mais j'espère que la raison va prévaloir. Merci, toujours un plaisir. Très content encore de te compter parmi l'équipe cette saison. On se reparle demain. Bonne journée, Mathieu. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Mathieu, tu t'es pogné avec André Pratt? Alors, j'ai fait un texte samedi, paru vendredi sur le site du journal, paru dans le journal papier samedi. Donc, un texte où je revenais sur une déclaration récente de Balarama Holness qui me semblait représenter assez correctement la vision implicite de l'avenir du Québec du Parti libéral du Québec. Alors, Balarama Holness dit le PLQ a pas de chance dans les régions d'ici 15 à 20 ans, mais dans 15 à 20 ans, il pourra parce que les changements démographiques vont avoir transformer les régions qui vont devenir finalement électoralement compatibles avec le PLQ. Alors, je fais un papier en disant que le fond, aujourd'hui, le PLQ a compris une chose toute simple, c'est que dans le Québec francophone, c'est devenu un parti groupusculaire. C'est un parti qui ne survit que grâce à l'appui quasiment unanime, sinon soviétique, du vote anglophone et du vote allophone pour le parti libéral. Donc c'est un parti qui est l'opposition officielle, mais qui fait 5% chez les francophones au Québec. Et chez le PLQ, à terme, son objectif, c'est pour des raisons électorales, pas pour je ne sais quel complot maléfique, c'est d'assurer la transformation démographique du Québec pour avoir davantage de chances de revenir au pouvoir. Et on pourrait dire plus largement que, puis je le disais un peu plus tard, que le Canada a compris après 95 que l'indépendance était possible, donc il a misé sur l'immigration pour pour verrouiller démographiquement l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Bon, tout ça, je le démontrais dans mon article, que le PLQ, finalement, voulait détruire, c'est pas détruire à tout le moins, transformer si en profondeur le Québec que ce serait plus vraiment le Québec. André Pratt m'a répondu sur le site du journal, une réplique où il dit que je paranoïe et ainsi de suite, que je prête des convictions, des motifs, je prête une lecture de la réalité qui serait pas du tout celle du Parti libéral. Bref, que t'es devenu une sorte de complotiste. Oui, exactement. Il m'accuse de complotisme. Et puis, il ajoute que le Parti libéral n'est pas favorable à l'immigration massive d'ailleurs. Ah bon? Que le français se porte bien. Ah ben, il fallait y penser quand même. Et que le Parti libéral est finalement aussi nationaliste que les autres. Bon, ça, je trouve que c'est plutôt drôle. Et j'ai trouvé cet échange intéressant parce que
il s'agissait, de mon point de vue, évidemment, on pense toujours qu'on a raison, là, mais je crois avoir nommé quand même la part inavouée, mais bien réelle, du discours fédéraliste au Québec aujourd'hui, c'est que c'est un discours qui n'espère plus convaincre les francophones. C'est un discours qui considère que les francophones, globalement, ne se rallieront jamais à lui. Mais qui, pour assurer le maintien de la présence canadienne au Québec, mise exclusivement sur la transformation démographique du Québec pour faire en sorte que les francophones passent en minorité à l'horizon on pourrait dire, vers la fin du siècle. Cette mise en minorité des francophones permettrait à la fois le retour du Parti libéral, mais surtout la dissolution une fois pour toutes de la question nationale. Mais cela n'a pas plu. Mathieu, ça me fait penser à ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire que la gauche voyait les ouvriers français voter de plus en plus à droite, donc ils se sont dit, ben écoute, nous autres, on va maintenant courtiser seulement les immigrants, ça va être eux autres, notre fonds de commerce. C'est un peu ça, là. Et pas seulement en France, en Grande-Bretagne. Alors là, j'ai pas le nom du type quand je veux te le dire, mais c'est un ancien stratège important du Parti travailliste qui avait écrit ses mémoires et qui expliquait, mais on est dans les années 2000, et devant la défection du vote ouvrier, du vote populaire, du vote des classes moyennes aussi, eh bien, on va miser sur l'immigration pour avoir une immigration qui va nous fournir les contingents électoraux qui font défaut dans la Grande-Bretagne traditionnelle. Donc, comme ça, aux États-Unis, les démocrates ont le même rapport à l'immigration qui vient d'Amérique du Sud et mexicaine notamment. Donc, que l'immigration soit pensée politiquement. Moi, ça me fascine. Tout serait politique dans nos sociétés. Hein. Le système de santé, l'éducation. Mais l'immigration, non, il n'y aurait aucune dimension politique à ça. Et dire que les partis ont des politiques d'immigration en fonction de leurs intérêts, on va dire cela, ça serait une forme de provocation complotiste. Ça en est un peu loufoque. Et moi, je disais, dans ma réplique à Pratt, je dis, je réduis pas l'immigration un seul instant à cette dimension politique. Elle a une dimension économique, démographique, culturelle, humanitaire, alléluia, tout ce qu'il faut. Mais elle a aussi une dimension politique. Et le fait est que le Parti libéral au Québec a une politique. Sa politique, moi, je dis souvent la blague, l'immigration est une richesse électorale pour le Parti libéral. Mais mentionner cela, on cherche à interdire de le mentionner. Comment? En faisant complotiste extrême droite, ça commence à faire. Mathieu, tu as vu la nouvelle idée du Parti libéral, une idée géniale qui n'a jamais été essayée, totalement inédite dans l'histoire du Québec. Marc Tanguay qui dit, on va aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa. Wow. Alors moi, Marc Tanguay, c'est un de mes humoristes préférés. L'intérimaire Tanguay, appelons-le comme ça, il est assez comique parce que là, il nous dit le beau risque de René Lévesque a fonctionné. Alors, on va juste rappeler le beau risque de René Lévesque. Le beau risque, on s'en souvient, c'est René Lévesque au milieu des années 80. L'indépendance a échoué en 80. Elle se fera pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer, parce que Brian Mulroney nous propose de transformer la Constitution et de transférer un très grand nombre de pouvoirs au Québec. On est dans ce moment-là, de reconnaître le Québec comme société distincte dans la Constitution. Donc, ça va devenir Mitch. Parce qu'on nous propose ça, c'est un beau risque qu'on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Puis le risque, c'est que si ça fonctionne, l'appui à l'indépendance risque de se dissoudre. Puis si ça fonctionne pas, ça serait la preuve que le Canada fonctionne pas. Je précise qu'après, ça c'est le beau risque. La suite dans l'histoire du beau risque, c'est l'accord du lac Meach. Meach, là, il y a une version 1, il y a une version 2, 3. À terme, là, la version Meach, dont on a beaucoup parlé historiquement, c'est une version très, très diminuée. C'est une version light de ce à quoi l'évêque référait par le beau risque. Donc le Meach, c'était déjà en dessous du beau risque. Meach a été rejeté par le Canada anglais, c'était rejeté. Alors, ensuite, il y a eu Charlottetown. Charlottetown, les Québécois ont voté non parce qu'on n'en avait pas assez, puis les fédéraux ont voté, les Canadiens anglais ont voté non parce que ça nous en donnait trop. Et là, si tu vas plus loin, on a eu droit à la loi C20. On a eu droit à la radicalisation du multiculturalisme canadien. On a eu droit à la régression du fait français dans toutes les provinces. On a eu droit à la régression du fait français au Québec. Et l'intérimaire Tanguay va nous dire « Ah, mais le beau risque est une réussite, on peut passer à autre chose. » Non, mais il y a des limites à faire des blagues. Au moins, il faut s'assurer qu'elles soient drôles. Et comme disait Jean-François Lisée un peu plus tôt, il dit là, je comprends pas parce qu'il dit le beau risque réussi, c'est-à-dire qu'on a réussi à rapatrier les pouvoirs. Mais là, Marc Tanguay, du même souffle, dit il faut continuer. Mais pourquoi il faut continuer à rapatrier les pouvoirs si le beau risque réussit? Oui, mais surtout,
là, l'intérimaire Tanguay se permet, c'est assez drôle, il nous dit la CAQ n'est pas assez nationaliste. C'est nous les vrais nationalistes, on va réclamer des pouvoirs. Mais je précise que réclamer des pouvoirs, ça veut rien dire si on les obtient pas en passant. Hein. Or, tous les chefs de parti, qu'ils soient indépendantistes, fédéralistes, autonomistes, ont demandé des nouveaux pouvoirs. Il n'y a jamais eu la réforme, puis des nouveaux pouvoirs égale la réforme constitutionnelle en passant. Sinon, c'est des ententes administratives secondaires qui peuvent être évoquées n'importe quand. Eh bien, ça, là, tous les chefs de parti ont réclamé ces nouveaux pouvoirs. Il y en a pas un qui a réussi à les avoir. Il faut quand même pas nous prendre pour des zozos. Mais le Canada est ainsi fait qu'un nationaliste québécois dans l'esprit des fédéraux, c'est quelqu'un qui demande des pouvoirs. Pas qui les obtient, qui les demande. C'est formidable, hein? C'est comme si je devenais milliardaire parce que je demandais à un milliardaire de me donner donne-moi 100 millions. Donne-moi 100 millions, je te le dis. Puis parce que je te le demande, ben je les ai déjà. Ben non, mon enfant, tant que tu les as pas par toi-même, t'es pas millionnaire, t'es simplement un quêteux. Ben, l'intérimaire Tanguay se met dans la position du quêteux. Exactement. Écoute, demain, j'ai ton sujet. J'aimerais absolument qu'on parle de Michel Sardou. OK? Toi et moi demain, parce qu'il fait débat en France. On dit c'est un chanteur de droite, donc il est infréquentable. Comment ça se fait que oui, c'est la polémique de la fin de l'été, avec grand plaisir. OK, on se parle de ça demain. Bonne journée. Oui, ma chouette. Dis-moi, c'est quoi ce chiffre-là? OK. 43. Non. 51. Ben non. 60. Non. 48. 56. C'est 30, papa. 30 dans une zone scolaire. Même un enfant est capable de lire. Respectez la limite. Sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Scène Plus est arrivé chez IGA. Scène Plus? Je pensais que c'était pour le cinéma. Et maintenant, c'est aussi pour l'épicerie. Ah ouais? Je vais-tu voir des vedettes? Vous allez voir plein de produits vedettes qui vont vous permettre d'accumuler des points Scène Plus. Jusqu'au 23 août, profitez de points et de prix membres Scène Plus sur des incontournables de la rentrée comme les pâtes Barilla 410 grammes ou prix membre de 1,11 $. Aussi, obtenez 500 points boni à l'achat de 100 $ ou plus sur présentation du coupon en circulaire. Scène Plus, chez IGA. Détails dans les magasins participants. Pour assurer les biens qui vous sont chers, Promutuelle Assurance est là, près de vous, avec des conseillers d'ici qui vous écoutent avec attention. Une grande différence qui nous permet de vous offrir des protections vraiment adaptées à des prix vraiment avantageux. Promutuelle Assurance est là. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu, est-ce qu'on a le droit de critiquer la Banque du Canada? Ça a l'air que non. Ben, j'ai cru comprendre effectivement que c'était pas permis cette semaine. C'était assez fascinant en fait, parce que bon, la séquence, on le sait, Doug Ford, d'autres au Canada anglais, disent à la Banque du Canada, faites attention avec vos taux, si ça augmente trop, en fait, ça va plomber complètement la classe moyenne. Paul Saint-Pierre Plamondon dit est-ce que François Legault pourrait faire la même chose parce que il faut faire une véritable pression. Et là, soudainement, une armée de commentateurs se lève, pétrie d'une culture économique approximative très 1990. Là. Très les banques centrales, c'est tellement supérieur qu'on ne devrait même pas avoir le droit de réfléchir à ça. C'est tellement des gens supérieurement intelligents qu'on ne devrait même pas avoir le droit de penser à ce qu'ils pensent. Alors, quoi qu'il en soit, on dit il bascule dans le populisme. Et soudainement, un PSTP qui tirerait la politique vers le haut jusqu'à tout récemment, la ramènerait vers le bas. Et là, on nous dit l'indépendance de la Banque centrale, c'est essentiel. Voilà, un instant. Là, il faut juste revenir sur terre. Enfin, premièrement, le fait que la banque soit indépendante, la Banque du Canada est une chose. Ensuite, ça ne veut pas dire que parce qu'elle est indépendante, on n'a pas le droit de la critiquer. À moins qu'on ait créé un pouvoir, la Banque du Canada, et que ce pouvoir est à ce point autonome et indépendant qu'il ne soit même pas permis d'avoir un avis sur ce pouvoir, qui, lui, par ailleurs, a le pouvoir d'influencer la vie de tout le monde. Premier élément. Deuxième élément, eh bien, c'est ça m'a frappé. On dit populisme. Est-ce qu'on est dans une espèce de situation où, aujourd'hui, on serait en droit, on devrait même critiquer tous les pouvoirs élus, mais ne jamais critiquer les pouvoirs non élus? Et là, ça s'applique à la Banque du Canada comme ça s'applique à la Cour suprême, où on nous dit, ben non, on ne peut pas critiquer le pouvoir des juges, parce que ce serait du populisme. Un instant. Le fait est que c'est un pouvoir qui s'exerce, c'est un pouvoir beaucoup plus grand qu'auparavant, et qu'il soit indépendant, c'est une chose, mais qu'on ait le droit de le critiquer, c'en est une autre, me semble-t-il. Donc là, on a eu une semaine un peu étrange où il y a eu une volonté, en fait, d'étouffer toute
réflexion politique possible sur l'organisation de la politique économique et monétaire, surtout monétaire canadienne, plus largement sur le pouvoir des tribunaux. Donc, c'est une séquence très étrange où, pour avoir l'air malin, puis en plus, je me permettrai d'être sévère envers certains commentateurs sans les nommer, la politesse a ses droits. Globalement, ils ont une culture économique assez approximative. Puis je prétends pas être un grand économiste, on s'entend. Mais justement pour cela, il me semble qu'il faut garder une petite gêne avant de dire, de répéter simplement les slogans qu'on nous suggère. Mais écoute, j'ai même lu ça, Mathieu, j'ai même lu ça dans le National Post cette semaine. Il y avait une chronique dans le National Post. National Post, un journal quand même assez campé à droite. Donc, c'est pas la gauche qui est contre la Banque du Canada. T'sais. Mais tu sais, ils disent laissez la Banque du Canada tranquille, ils savent ce qu'ils font, puis les politiciens n'ont pas à s'en mêler. Non, mais moi, c'est fascinant, ça. Et ce qui est drôle, c'est que la Banque du Canada pense ça, c'est normal. Je veux dire, toute personne qui décide est persuadée de mieux savoir que tout le monde. Mais que des gens disent, des commentateurs, des chroniqueurs, des éditorialistes disent, ne vous intéressez pas à ça, c'est trop important pour vous, finalement. Ça vous dépasse. Vous êtes pas à la hauteur. Et là, j'avais l'impression de voir, mais tu me permettras la formule, mais des petits laquais du pouvoir. C'est-à-dire des gens qui sont tellement fiers de répéter les slogans de leur maître, des gens qui sont tellement fiers de répéter le slogan qu'il faut répéter pour donner l'impression d'appartenir à la bande des puissants. Je trouvais ça assez singulier. Or, me semble-t-il qu'on n'est plus dans le monde de la mondialisation heureuse où le droit régule tout, où les banques centrales surplombent tout et où le politique est simplement appelé à gérer finalement des nuances dans le taux de croissance. Il est légitime aujourd'hui de réfléchir sur à la configuration institutionnelle générale de nos sociétés, puis ça veut dire que critiquer la Banque du Canada, c'est permis. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on veut établir les taux de la banque à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes. Ça veut dire qu'il est possible pour les politiques d'envoyer des messages, mais apparemment, c'est pas permis, ça. Je t'amène sur un terrain glissant, tu m'ouvres la porte. Alors, tu disais, parmi les noms élus qu'on n'a pas le droit de critiquer, il y a les juges, la Cour suprême, il y a la Banque du Canada. Est-ce qu'il n'y a pas la santé publique aussi? Oh, mais avec plaisir. Hein, tu vois, moi, tu vois, moi, pendant la COVID, j'étais dans une situation particulière. Tu sais, il y avait globalement, je m'en souviens intimement, il y avait appelons ça le parti des mesures toujours plus. C'est comme si on avait repéré qu'il restait une activité sociale disponible, on pouvait respirer sans masque, puis en parlant à un ami, et là, il y avait naturellement quelqu'un qui était là pour dire « Ah, il faut interdire cette activité ». Puis de l'autre côté, il y avait, j'en conviens, des zigotos qui disaient « C'est la pandémie organisée par Bill Gates pour diminuer l'humanité ». Bon, ça, c'était des osotés. Les authentiques conspis, il y en avait quand même des vrais conspis. Mais le commun des mortels qui disait je m'excuse, mais par exemple, on va trop loin avec les mesures sanitaires, on va trop loin avec les confinements, on va trop loin avec les couvre-feux, on va trop loin avec ça. C'était un point de vue qui aurait dû être légitime, mais on traitait tous ces gens-là de conspis. Et là, la santé publique, il se présentait comme l'expression supérieure de la science. Je m'excuse, mais la santé publique, c'est un pouvoir comme d'autres, qui est animé par des raisons tout à fait légitimes, il y a des considérations légitimes, mais il y a de l'idéologie dans la santé publique. Il y a une volonté de contrôle social, il y a une volonté d'ingénierie sociale, de prise en main des rapports sociaux les uns des autres pour s'assurer que les gens aient les comportements les plus sanitairement corrects. Bon, mais ça existe, ça. Alors non, la santé publique, moi, je précise, pour être tout à fait honnête, bien avant la pandémie, j'étais sévère envers la santé publique, moi. Je trouvais qu'il y avait, par exemple, quand la santé publique qui nous dit n'oubliez pas, je sais pas, fumez pas ci, oubliez pas de manger vos légumes, buvez 4 verres d'eau par jour, ou j'en sais, fait la liste des comportements. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme d'autoritarisme hygiénique qui s'exprimait à travers elle. Et je t'avouerai, quand je repense à la séquence qu'on a vécue dans la pandémie, moi, je suis assez autocritique envers moi-même sur ça. Je trouve qu'on a traversé une séquence en étant beaucoup plus obéissant qu'on aurait dû l'être, et autant les 6 premiers mois, quand on savait pas ce qu'il y avait, mais là, c'était tout à fait normal de suivre les consignes, puis si on a la peste devant soi, on va suivre les consignes. Après coup, je t'avouerai, j'ai eu l'impression qu'on suivait de manière moutonnière, et permets-moi cette confidence. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en avril 2021, j'étais en France.
J'étais en France pour la promotion d'un livre. Donc, ça faisait un an et quart que j'étais confiné comme tous les Québécois. J'arrive en France et là, je vois des gens qui, bon, les règles de confinement étaient les mêmes formellement, globalement, avec des nuances, là, mais les gens continuaient à vivre. Ils se voyaient privément. Ils avaient décidé, tu me diras, c'est des Français, ils aimaient à la fois des règles fermes et ne pas les respecter. Dans les faits, c'était assez fascinant de voir comment la vie continuait. Puis à l'autre, je me rappelle, 1er janvier 2022, c'est-à-dire là, on vient leur caler un confinement chez nous, on fait un couvre-feu. Je traverse l'Atlantique, les gens n'ont pas le droit de se voir à Noël. Je traverse l'Atlantique, les restaurants sont ouverts, les gens se touchent, s'embrassent, et puis on trouve que la vie est belle. Donc là, je me suis dit, bon, il y a manifestement, quelquefois, il y a une part de délire. Il faut être sévère envers soi-même quand on s'est trompé. Puis je fais partie des gens qui trouvent que, je dis mea culpa, j'ai participé trop souvent, non pas à une forme de discours qui nous poussait à toujours demander plus de mesures, alors que respirer, c'était pas si mal comme idée non plus. Écoute, tu sais, la santé publique arrive, des gens avec des chiennes, mettons, blanches, puis oh là, c'est les médecins, puis bon, il faut les écouter, c'est des spécialistes. J'avais un problème avec ma gorge, je vais à la pharmacie, le pharmacien, tu sais, moi, j'ai confiance au pharmacien, il me donne un produit, j'achète, j'amène ça chez moi. Là, je regarde, c'est de l'homéopathie. L'homéopathie, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, c'est du sucre, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et là, moi, je lui faisais confiance parce que c'était un pharmacien, puis qu'il avait une blouse blanche, une chienne blanche, là, puis là, mais finalement, il me donnait n'importe quoi. Tu sais, c'est pas parce que t'es un spécialiste que t'es infaillible. Ah, ben, ce qu'on pourrait appeler des signes d'autorité ostentatoire. Et non, moi, depuis quelques années, de temps en temps, je vois des médecins pour des suites d'occupants de santé que j'ai eu au début des années 2020. Et à quelques reprises, j'ai eu appelons ça des diagnostics approximatifs. Bon, j'en reviens pas sur le détail, c'est pas nécessaire. Mais ce que j'ai constaté au fil du temps, c'est qu'on peut nous annoncer quelque chose, puis 7 jours plus tard, nous annoncer le contraire. Et on passe dès lors des horizons les plus sombres aux horizons les plus lumineux. Alors, ce que je constate là-dedans, c'est que même ces gens pour qui j'ai un immense respect, là, dans les infirmières, les médecins, les chirurgiens, les spécialistes, ces gens-là, globalement, nous sauvent la vie quand on a des soucis. Et c'est très bien. Ça n'abolit pas néanmoins la possibilité pour chacun de réfléchir minimalement à sa condition et de temps en temps de se permettre une question. En fait, je te résumerai ça de la manière suivante, et je te jure que je donnerai pas les noms, tu me pardonneras, mais je te donne quand même le portrait après une opération assez importante que j'ai eue en janvier 2020, bon, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, bon, qu'est-ce que j'ai le droit de manger, qu'est-ce que j'ai pas le droit de manger? Médecin 1 me dit, évitez de manger trop de chips, OK? Médecin 2 me dit, vous ne devez plus manger de rien d'essentiel. Tout ce que vous aimez, vous devez le bannir. Tout ce que vous trouvez bon, vous devez le condamner. C'est pas pour vous. Vous devez désormais vivre comme un ascète. Puis le médecin 3 me dit, on vous a quand même pas sauvé la vie pour vous la retirer une fois que vous êtes encore vivant, pour vous condamner à vivre comme un mort vivant. Bon, alors je t'avouerai qu'entre les 3 médecins, j'ai préféré le 3e. Qui me disait clairement, continuez de vivre, mais faites pas le con. Mais tout ça pour dire que, je reviens à ton point, ce que tu dis, la blouse blanche est un indicateur d'autorité, ça n'abolit pas néanmoins la nécessité pour chacun de réfléchir. Donc la science du droit, la science de l'économie et la science de la santé doit être critiquée aussi. Oui, voilà, c'est comme je dis, mais sans verser dans l'espèce de scepticisme radical, là, c'est-à-dire, ils veulent tout nous piquer, tout ça. Alors, moi, je suis pas dans j'ai une confiance spontanée envers mon médecin, j'ai une confiance spontanée envers les gens qui sont en des positions d'autorité, nous disent des choses, mais par ailleurs, je me permets de dire, quelle que soit la position d'autorité, nul parmi eux n'a reçu son pouvoir d'une révélation divine. Et dès lors, puisque la raison humaine est généralement bien partagée, je me permets d'en faire usage quand j'ai l'impression qu'on me raconte des histoires en prétendant m'exprimer la science avec une majuscule. Merci Mathieu Bock-Côté, bon week-end, on se parle lundi. Au grand plaisir, bye bye. Ça, c'est totalement mon genre. Mon Starbucks en main, je prends le temps de vivre chaque instant. En mouvement, chez nous, pour moi ou pour écouter mon podcast préféré. C'est mon genre de goût. Toujours préparé à ma façon. Mon genre de moment, mon Starbucks.